BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois François Omril, le président de la CFE-CGC. Vous savez, pendant que nous parlons, les partenaires sociaux sont en train de discuter, d'essayer de trouver un accord. Bonsoir François Omril. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que c'est assez chaud. Vous avez même gardé votre portable devant vous. Vous allez peut-être pouvoir nous donner des indications parce que les négociations viennent à peine de reprendre. Déjà hier soir, je titrais la négociation de la dernière chance. On avait le sentiment que ça y était. Finalement, ça y était pas. Reprise des négociations à 10h, interruption séance, renégociation depuis cet après-midi. Et maintenant, vous nous dites quoi, François Omril ? Je dirais que la fumée est bien grise en ce moment. Moi, la dernière info que j'ai, je vous la donne en direct, c'est qu'on va plutôt vers un échec. Alors évidemment, il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute. Mais la partie patronale a fait une suspension de séance de 4h30 pour revenir finalement avec des modifications de forme. Et on est sur cette problématique quasiment depuis le début. C'est-à-dire que c'est une négociation qui reste très déséquilibrée, dans laquelle finalement on observe que la tension, le cadre, il a été déterminé par la réforme des retraites, donc 2 ans de travail supplémentaire, et au final une négociation pour essayer d'aménager les conditions dans lesquelles, je parle de la partie travail des seniors, oui. Qui par ailleurs a aussi des conséquences sur les autres parties. On essaye de travailler, de réfléchir aux moyens d'aménager ces 2 années supplémentaires, voire au-delà, c'est-à-dire les années précédentes, et finalement pour les salariés on ne voit rien venir, que des éléments de processus et des formes. Donc là vous nous dites globalement on va vers un échec. Est-ce que les autres partenaires sociaux sont sur la même ligne que vous? Parce qu'on sait que vous êtes très offensif, François Omril, c'est ce qui fait du reste le succès de la CFE-CGC en ce moment. Est-ce que les autres partenaires sont sur cette ligne-là? Oui, moi c'est ce que j'ai compris. Alors bien sûr, j'ai pas autorité pour parler à leur place, mais on voit bien chacun fait son petit briefing le soir et regarde quelle est la tendance. Oui, je pense qu'on est tous très déçus du manque d'ambition qu'il y a dans cette négociation. Il faut dire qu'on n'est pas aidé par le cadre, on n'est pas aidé par le gouvernement, par les positions qu'il a prises, par la façon dont il est intervenu un peu comme un chien dans un jeu de quilles au moment de la négociation. On n'est pas aidé par le fait que depuis plusieurs années, moi j'ai pas de problème pour le redire, le patronat il a un peu perdu la clé du champ de tir de la négociation. Voilà, il a perdu l'habitude. Il avait retrouvé, on avait le sentiment qu'il avait retrouvé, oui. Justement. Et puis là, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, qui a cette position très dure, en tous les cas, oui, très dure à vos yeux, aux yeux des syndicats. Ce soir, vous ne comprenez pas tellement, dites-le nous, vous ne comprenez pas tellement la stratégie du patronat. Moi, je ne veux pas faire de reproches personnels à Patrick Martin ou à d'autres représentants, à François Asselin pour la CPME. Je pense qu'on a une problématique de fond peut-être beaucoup plus préoccupante que cela. C'est que, et là encore, j'y reviens, pour qu'une négociation entre partenaires sociaux soit équilibrée, il faut que l'État intervienne pour rééquilibrer le rapport de force. Or, l'État intervient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, pour le déséquilibrer. C'est-à-dire, il met toujours... Ça serait quoi concrètement? Parce que là, on ne voit pas très bien, parce que vous êtes en train de vous plaindre d'habitude de l'intervention, notamment sur les négociations... Eh bien, je m'en plains parce qu'il intervient pour le déséquilibrer. Tant qu'à intervenir, il faut qu'il intervienne pour avoir un rapport de force équilibré. En fait, dans une négociation, quand on va négocier avec un représentant des employeurs, que ce soit au niveau interpro ou dans l'entreprise, oui. S'il y a un échec à la négociation et que l'État, pour l'interpro, dit s'il n'y a pas d'accord, moi je reprendrai la position patronale, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la négociation. Donc il faut qu'il y ait un intérêt à la négociation, c'est-à-dire qu'il faut que chacun des camps ait quelque chose à perdre au fait qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça la problématique. Là, c'est la question, je veux dire. Là, c'est quoi? Là, ça bute sur quoi? Ça bute sur le CDI senior, sur le parcours professionnel? Ça bute sur quoi? Il faut qu'il y ait un partage, en fait. Chacun va avec ses positions. Vous avez fait 10 propositions. Est-ce qu'il y en a qui ont été retenues par le patronat? Mais absolument aucune, absolument aucune. Enfin, il faut regarder les choses. Je vais vous donner un exemple très très simple. Donc, les gens vont devoir travailler 2 ans de plus. Ça s'échelonne et ça va venir assez rapidement. Nous, ce qu'on a demandé, on n'est pas les seuls finalement, on l'a contingenté dans une liste. Il faut avoir en tête, s'agissant de l'emploi des seniors, qu'il faut travailler au maintien dans l'emploi des seniors. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, Gabriel Attal, il parle d'embaucher des seniors et de créer des CDI ad hoc pour ça. Mais ça, c'est pas le problème en fait. C'est pas le sujet. C'est un problème.
problème. Mais c'est pas le sujet. Le sujet est de maintenir les seniors dans l'emploi jusqu'à 64 ans, voire au-delà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des dispositions dans cet accord qui font qu'on soit salarié d'une petite PME dans le Var, ou qu'on soit agent de maîtrise à Renault-Le Mans, par exemple, il faut qu'on puisse accéder à des dispositions qui feront qu'on pourra se projeter sur la fin de carrière, tout simplement. Oui. Parce qu'on ne travaille pas de la même manière et dans les mêmes conditions quand on a 24 ans que quand on a 60 ans. Ça, c'est simple, tout le monde peut le comprendre. Et nous, on dit que c'est l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt bien compris de l'entreprise, de travailler à mettre en place des dispositifs qui vont sécuriser cette fin de parcours. Finalement, travailler sans la crainte d'avoir des conditions de travail insupportables, d'avoir un niveau de revenu qui baisse trop vite, etc. Et de ce point de vue-là, vous trouvez que le MEDEF ne répond pas à vos attentes? Il ne répond pas, il n'a pas suffisamment d'ambition dans la négociation. Vous en déduisez quoi? C'est que le patronat ne veut pas avoir de seniors, en fait? Qu'est-ce que vous en déduisez, vous, d'où vous parlez, hein, François Omril? Écoutez, ça c'est quand même les faits aujourd'hui. Les gens qui se retrouvent avec ce taux d'emploi, on a en France ce taux d'emploi au-delà de, je ne sais plus quel âge, 60 ans je crois, de 40%. Ouais. Donc c'est quand même quasiment un des plus mauvais niveaux. Les gens qui sont à Pôle emploi aujourd'hui qui attendent. Les entreprises ne veulent pas changer. Les entreprises, elles ont pris, les grandes entreprises, attention, il faut le préciser, elles ont pris l'habitude de se séparer des personnes à partir d'un certain âge et elles font une erreur économique. Parce que ces gens ont de la valeur. Mais simplement, il faut travailler. Il faut réfléchir, tout simplement. Il faut faire un effort. C'est complexe. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, vous êtes prêt à aller au clash là? Vous savez, le clash, on sait jamais dans les négociations, je suis d'accord avec vous, on le sait. Nous aussi, on le sait bien, que tout d'un coup, on a l'impression que c'est complètement bloqué, et puis ça se décoince. Ok. Mais est-ce que vous êtes prêt, dans ce que vous connaissez, ce que vous dit votre portable? Il m'a rien dit de plus. Est-ce que vous êtes prêt à aller au clash? Le problème qui se pose, il faut le dire, c'est que le gouvernement joue double jeu, une fois de plus. Je vais le critiquer encore, excusez-moi, mais il met la négociation sous contrainte d'un certain nombre d'éléments, notamment il a fait rentrer la question de l'assurance chômage par rapport à la négociation, ce qui à mon avis est un peu décalé, mais peu importe. Et donc nous négocions de façon très loyale avec un certain nombre de revendications et de propositions, par ailleurs très argumentées, qui sont des propositions de valeur économique, et au final on a un accord qui est inconsistant, ce ne sont que des processus. Je prends un exemple très très simple. Par exemple, nous on demande le fait que la retraite progressive soit opposable. Eh bien, ça n'est pas dans l'accord. Or, pourtant, c'est une évidence. Il faut que la retraite progressive soit opposable. Cette capacité qu'il y a pour quelqu'un à prendre sa retraite de façon échelonnée et qui fait qu'il va aller en biseau, finalement, jusqu'à 64, 65, 66 ans. Eh bien, le patronat nous dit, mais non, pas question. Ce sera à l'employeur de décider. Ça n'est pas possible, en fait. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques pour qu'on puisse avancer. Mais le gouvernement était plutôt assez favorable à cette retraite progressive, non? Pour le coup, il l'était. Oui. Pour le coup, il l'était. Donc, si vous voulez, moi, j'arrive plus à comprendre. Ça veut dire qu'il faudra une nouvelle lettre de cadrage, vous pensez? Ça commence à faire beaucoup. Mais... Ça commence à faire beaucoup. C'est ça. On vit une époque aussi où finalement ce déficit de confiance qu'il y a entre les différents acteurs de la République sociale, ce déficit de confiance fait que, en permanence, on passe sur des recadrages. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. On devrait fonctionner sur des rôles. C'est difficile à suivre. Hein. On devrait fonctionner sur des rôles bien partagés. Ces lettres de cadrage qui font 3 pages. Bientôt, ce sera un document de 30 pages des lettres de cadrage. En gros, dans la lettre de cadrage, il y aura marqué l'accord. L'accord, il sera marqué, il n'y aura plus qu'à signer. Mais non, c'est pas possible, en fait. Et c'est déjà un peu ça. Oui, parce que moi, ce que je ne comprends pas dans cette négociation que vous faites entre partenaires sociaux, c'est presque la dernière négociation, the last chance, comme on dit, parce que vous avez tous, le couteau sous la gorge, dans le sens où l'État a clairement dit, nous, on va tout reprendre, on va tout récupérer. Donc, vous devriez quand même avoir une pression telle que vous réussissiez à vous mettre d'accord sur quelque chose. Je vous avoue que là, j'ai un petit point d'incompréhension pour ma part. J'ai du mal à interpréter l'attitude du camp patronal, on va dire du MEDEF principalement. J'ai du mal à interpréter cette attitude qui finalement est un peu, après moi, le déluge, quoi. Il me semble qu'on partage suffisamment d'objectifs. Vous citiez tout à l'heure Patrick Martin. Moi, je veux dire que... Parce qu'on avait l'impression que la ligne était un peu différente avec Geoffroy Roux de Bézieux.
Alors le climat était différent hein, aussi. Le climat était différent, oui. Mais si vous voulez, moi, j'ai aucun problème avec Patrick Martin. Au contraire, je pense que on est tout à fait capable de travailler ensemble et de partager des objectifs communs sur la nécessité. Là, vous n'avez pas pris votre téléphone, vous ne l'avez pas appelé en disant mais attends, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, appelez-le. Écoutez, je lui ai peut-être envoyé des messages. J'attends peut-être qu'il me rappelle. Il est probable qu'on le fera aussi. Il vous a pas rappelé? Chacun a son agenda. Hein, j'ai le mien et puis on en reparlera. Mais souvent des négociations interpro se terminent comme ça. Je ne sais pas si ce sera le cas parce qu'on est quand même très très loin de la possibilité de trouver un accord dans lequel. Je vais vous dire quelque chose. Un truc très simple. Moi, ma ligne, c'est que quand je suis signataire d'un accord, je le défends. Ça se fait pas de dire j'ai signé parce que j'étais contraint de le faire pour pouvoir opposer au gouvernement une attitude, etc. Ça vaut rien du tout. C'est bullshit. On signe l'accord, on le défend. Parce qu'on dit cet accord il est bon. Voilà, tout simplement. Là, on va rediscuter de l'assurance chômage. On est d'accord, il y aura peut-être une nouvelle lettre de cadrage. La réforme, elle est là, elle a été annoncée par le Premier ministre. Après, il y a il y a 3 possibilités. On en parle à longueur de plateau sur qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de réforme. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Mais est-ce que vous allez vous asseoir autour de la table? Ou alors, est-ce que vous allez pratiquer la politique de la chaise vide? Alors, 2 choses. D'abord, moi, au nom de la CFE-CGC, je fais jamais la chaise vide. S'agissant de l'assurance chômage, j'étais même partisan, pour tout vous dire, avec mon organisation. À l'époque, c'était il y a 6 ans, pour que on négocie sur les conditions de l'assurance chômage avant la lettre de cadrage. On aurait créé un précédent intéressant. Il se trouve que pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, ça n'a pas été possible. Mais ça aurait été un acte politique fort. Et je crois qu'à tout moment, on peut le faire. On a besoin de l'autorisation et du cadrage de personne, en fait, pour pouvoir négocier entre nous les conditions d'indemnisation des chômeurs et les conditions du retour à l'emploi. Pour le coup, sur la lettre de cadrage qui va nous renvoyer aux dispositions qui ont été annoncées par Gabriel Attal, dans une façon de faire assez grossière, il faut bien le dire, parce qu'en gros, il nous dit, bon, ils font bien ce qu'ils veulent, mais de toute façon, j'ai déjà décidé ce que je vais faire. Et au passage, ce qu'il a décidé de faire, ce sont des choses qui sont réfutées en termes d'efficacité par des gens qui sont spécialistes d'analyser justement les conditions du retour à l'emploi. Donc en fait, il s'est contredit lui-même et il a contredit ce que disent les experts sur le sujet. Donc, et notamment Marc Ferracci qui était là hier soir, c'est ça qui est encore un peu qui complique un peu l'exercice puisqu'il est vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. J'avoue que c'est plutôt original, oui. Donc vous êtes là, qu'est-ce qui peut se passer là? Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer 2 choses. Est-ce que le 1er mai il sera unitaire? Ah, mais c'est une bonne question. Merci d'avoir posé. Tiens, je vais appeler Sophie Binet et Maryse Léon, d'accord? Eh bien, écoutez, oui, faites-le. C'est une question qui s'est posée et qui n'est pas tranchée entre nous. Il a été unitaire, vous le savez, l'année dernière, dans un contexte très particulier. Nous, à la CFE-CGC, on n'a pas l'habitude de défiler le 1er mai. Et là encore, moi, je suis porte-parole de l'organisation, donc je tiens la ligne. Pour qu'on puisse, nous, participer à un défilé unitaire, il faut un mot d'ordre et une raison particulière. C'est-à-dire qu'on ne défile pas pour défiler, il faut qu'il y ait un motif particulier, une raison, un conflit finalement. Donc il faudra analyser les situations dans lesquelles nous sommes à l'approche du 1er mai. Là, vous dites on y va. Écoutez, je ne peux pas vous le dire, c'est une décision collective, mais pour le coup, s'il y a un sujet, s'il y a matière, moi je dis pourquoi pas. Il n'y a pas de raison de l'exclure a priori. C'est une question de contexte. Mais il faut analyser les choses de façon relativement sereine et pragmatique. Le climat n'est pas bon. Là encore, j'y reviens, c'est la question de la confiance qui est posée. Voilà, on ne peut pas être intelligent tout seul dans son coin. Il faut qu'on partage. Une négociation doit être équilibrée. Chacun est porteur de sa vérité dans une négociation. Chacun apporte des exigences, des propositions. On les partage et on aboutit à un accord. Voilà. François Auril, vous n'avez pas de nouveau là sur les négociations en cours. Elles peuvent durer jusqu'à quand ces négociations? Alors, épuisement d'hommes ou quoi? Alors, j'ai pas de nouveau. Non, donc ça veut dire que ça patine. Voilà. Ça happening votre émission. Bah oui. Non, j'ai pas de nouveau. Une négociation en général, ça finit tard dans la nuit, mais ça finit tard dans la nuit quand il y a une forme d'engagement des délégations. Je vous donne, j'allais dire les petits détails de ce qu'est une négociation interpro. Il y a un moment où les choses basculent dans une négociation, où une délégation ou plusieurs vont dire j'approche la zone de signature. C'est très concret. C'est comme une négo commerciale. C'est pareil. On est proche de sortir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On négocie le détail pour que chacun puisse se déterminer et proposer à son organisation. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est une organisation démocratique dans laquelle on met en débat
et au final au vote, la signature d'un accord qu'on présente. Mais il faut prendre une position. Et donc les deux processus sont en parallèle, c'est un peu subtil, mais on ne peut pas non plus dire moi je sais pas si je serai signataire, c'est à mon assemblée de décider, c'est un peu facile quand même. Il faut pouvoir s'engager un peu dans le cours de la négociation. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que au vu de ce qui est proposé, pour nous, ce n'est pas possible de s'engager à ce stade. Donc on verra bien ce qu'il adviendra dans la nuit, peut-être demain, s'il y a prolongation. François Omril, une toute dernière question sur un dossier qu'on suit ici pas à pas, dossier Atos. Si je vous pose la question, c'est que la CFE-CGC est devenue le premier syndicat chez Atos. Vous avez, j'imagine, suivi un peu tous les derniers développements. Ça s'est accéléré ce matin avec Bercy, comité de Bercy, qui dit qu'il va mettre 50 millions, bien après, attribués vers le Syrie, puis surtout garder une option d'achat, si on peut dire, une sorte de golden share, sur les activités de supercalculateur. Il y a eu l'arrivée d'un financier, Walter Butler, aux côtés pour venir épauler une autre solution qui était celle de David Layani. Quelle est la position de la CFE-CGC ? Alors moi, je ne suis pas un expert du dossier, mais je vais vous donner la position, qui est une position d'ordre général. Vous l'avez gentiment rappelé, on est devenu numéro 1 chez Atos. C'est pas la seule grande entreprise dans laquelle on est devenu numéro 1 cette année. La position, elle est simple. Les problèmes d'Atos sont des problèmes financiers, uniquement financiers. Ce ne sont pas des problèmes opérationnels, ce ne sont pas des problèmes de compétitivité, ce ne sont pas des problèmes de technologie, de leadership technologique. C'est une entreprise absolument magnifique. Et nous, ce qu'on dit, il faut réfléchir souveraineté. Et donc, il faut que l'État s'engage, pour le coup, j'en dirai pas plus à ce stade, mais il faut que l'entreprise reste unique. Il ne faut pas découper l'entreprise. Si on découpe l'entreprise, si on commence à la découper, ça finira comme Alstom avec General Electric. Ça finira par la disparition. Voilà ce que nous, on pronostique. Après, c'est aux sections syndicales, en fonction de leur environnement et des problématiques d'interaction. Mais on a compris votre position. C'est à elles de se déterminer. Mais en tout cas, c'est très clair. On ne peut pas dire souveraineté et ne pas agir en proportion de cet objectif. Merci de tous ces propos, François Omril. On a compris que la situation, elle se tend, c'est très compliqué, ça devient très compliqué sur cette négociation sur les emplois seniors. Et puis sur Atos, pas de démantèlement, en tous les cas, c'est votre position. Merci beaucoup d'avoir été à vous. Avec nous. On vous rend justement à toutes ces négociations. François Omril, le président de la CFE-CGC, était notre invité.